1998. Près de l'île indonésienne de Belitung, des pêcheurs remontent à la surface un objet étrange. Un bol en céramique recouvert d'écritures chinoises et semble-t-il très ancien. Intrigués, les pêcheurs replongent immédiatement. Arrivés au fond de la mer, ils ne s'attendaient pas à faire une telle découverte. Enfermés dans de grosses jarres à moitié brisées, des milliers d'autres bols se trouvaient là, sous leurs yeux. Plus encore, ils remontèrent de magnifiques ustensiles, en bronze, en argent et même en or. En réalité, sans le savoir, ils venaient de découvrir une épave de plus d'un millénaire. Immédiatement, dès la fin de l'année 1998, des fouilles sont lancées. Les scientifiques découvrent alors une cargaison extraordinaire, dont 57 000 bols. Des bols Changsha, produits à la fin de la dynastie chinoise des Tang, entre les années 820 et 840. Ce navire a donc coulé il y a 1200 ans, et aurait appartenu à des Chinois. Sauf qu'un détail attire l'œil des chercheurs. La méthode de construction du bateau correspond plutôt à celle de l'Inde et du Moyen-Orient. Dans ce cas-là, on serait peut-être en présence d'un navire arabe chargé de céramique chinoise et localisé en plein cœur de l'Indonésie. Cette possibilité pourrait changer radicalement notre compréhension du passé, non seulement de la région, mais aussi de toute l'Asie. Car si des textes nous renseignaient déjà sur les relations socio-économiques entre musulmans et chinois, jamais un tel type de navire n'avait été retrouvé dans la région. Alors à qui appartenait-il réellement? Et qu'a-t-il à nous apprendre? Comment a-t-il bouleversé notre perception du passé? Au début des fouilles, les chercheurs pensaient avoir découvert un navire chinois. En tout cas, c'est ce que la cargaison de l'épave laissait supposer. Seulement, la méthode de construction du bateau ne correspondait absolument pas. En analysant la coque, on s'est aperçu que les planches n'étaient pas fixées, mais cousues ensemble. Des techniques inconnues pour la Chine et correspondant soit à l'Inde, soit au Moyen-Orient. D'ailleurs, plusieurs témoignages vont dans ce sens, comme celui de l'historien romain Procope, qui, dès le VIe siècle, affirme que les planches des navires indiens sont attachées ensemble, non pas avec des clous, mais avec des cordes. Également, les illustrations présentes dans les makamat d'Al-Hariri, datant du XIIIe siècle, fournissent aussi des indications intéressantes, comme cette encre semble-t-il similaire à celle retrouvée près de l'épave. Autre faisceau d'indices, celui du bois utilisé pour les planches, avec deux essences principalement, du teck, présent en Inde et en Asie du Sud-Est, mais aussi de l'Afzelia, une espèce que l'on ne trouve qu'en Afrique. D'où de nouvelles interrogations. Compte tenu du fait que l'Inde dispose de toutes les ressources nécessaires à la construction d'un navire, pourquoi donc importer du bois d'Afrique? Selon les chercheurs, ce serait tout simplement illogique. Ce qui tendrait à étayer la thèse du navire arabe. Les hypothèses ouvertes par une telle découverte ont suscité un grand enthousiasme parmi les chercheurs. Jamais auparavant un navire arabe ou indien aussi ancien n'avait été retrouvé dans les eaux indonésiennes, encore moins chargé d'une cargaison exclusivement chinoise. Cela signifiait potentiellement que des marins arabes commerçaient directement avec l'Inde, l'Asie du Sud-Est et la Chine. Indirectement aussi, ce vaste réseau incluait l'Europe, dont certains produits parvenaient jusqu'au Moyen-Orient et auraient pu être échangés par la suite. Seulement, certains chercheurs ont remis en cause l'origine arabe ou indo-persane du navire, menaçant dans le même temps la portée de la découverte. Parmi lesquels Stephen George Howe. En janvier 2017, il affirme que le navire pourrait très bien avoir été construit non pas au Moyen-Orient ou en Inde, mais en Asie du Sud-Est. Et sa théorie se base sur 4 arguments. Premier argument, la technique de coudre les planches entre elles n'était certes pas aussi développée du côté de l'Asie du Sud-Est, mais elle n'était pas inconnue pour autant. Deuxième argument, l'espèce d'Afzelia ne pousse pas uniquement en Afrique, mais aussi en Asie du Sud-Est. Troisième argument, concernant le navire en lui-même, Stephen Howe certifie qu'il n'était pas taillé pour traverser l'océan Indien, mais simplement pour naviguer entre l'Indonésie et la Chine au sein d'un commerce régional. Enfin, quatrième argument, si l'on part du fait que notre connaissance des navires chinois et est-asiatiques de cette époque demeure extrêmement limitée, faute de témoignages archéologiques, comment peut-on aussi facilement écarter la piste d'un navire local? Si ces explications s'avèrent correctes, l'épave du Belitung ne serait finalement qu'un navire parmi d'autres navires. La découverte resterait intéressante, mais pas révolutionnaire. Sauf qu'un autre élément vient appuyer la thèse du navire arabo-persan. Avec la découverte en 2013 d'une autre épave, cette fois-ci localisée en Thaïlande, celle du Phanom Surin. Immergé dans le limon d'une mangrove, le navire a pu conserver un très bon état et fournir des informations capitales. Comme pour le Belitung, les planches auraient été percées et jointes les unes aux autres à l'aide d'une corde.
Quant à l'envergure du navire en lui-même, elle correspond aux représentations disponibles dans les makamat. Surtout, cette fois-ci, la cargaison n'est pas exclusivement chinoise. On trouve aussi des céramiques originaires du golfe Persique, dont des jarres de stockage en forme de torpille. Une découverte de taille, puisque c'est la toute première de ce genre effectuée à l'est de l'Inde. Jusqu'à maintenant, ces jarres avaient surtout été mises au jour dans le sud de l'Iran, à Siraf et Boucher, à Samarra en Irak et même jusqu'en Afrique de l'Est. Des représentations picturales de ces céramiques sont aussi observables au sein d'une des grottes bouddhistes du site d'Ajanta en Inde. Quant aux jarres du Phanom Surin, elles auraient été produites à Bassora, au sud-est de l'Irak. À côté de ça, d'autres indices jouent en faveur de la thèse du navire arabo-persan, comme cette inscription en moyen perse en Pélévi, où figure le nom d'un homme, sans doute iranien, et potentiellement de religion zoroastrienne. Donc, il y aurait de fortes probabilités que notre épave de Belitung soit elle aussi originaire du Moyen-Orient. Mais en réalité, est-ce que cette question importe vraiment? Car on ne sait toujours pas si le navire de Belitung a réellement effectué un trajet entre la Chine et l'Indonésie, ou bien si sa cargaison était déjà présente localement. Dans ce cas, ne serait-il pas plus pertinent de s'interroger sur la manière dont ce commerce international s'organisait? Et de là sur la place qu'occupaient les arabo-musulmans dans ces réseaux, s'étendant sur quasiment 6000 km. L'écrasante majorité des chercheurs sont d'accord sur un point. Le navire de Belitung se rendait au Moyen-Orient. Ce qui suppose l'existence de réseaux commerciaux extrêmement denses, connectant la Chine, l'Asie du Sud-Est, l'Inde, le Moyen-Orient, voire même l'Afrique. Alors, a-t-on des preuves de tels échanges menés sur une zone aussi vaste? Pour l'Indonésie, les choses sont très claires. Les 57 000 céramiques chinoises du Belitung attestent de liens étroits avec la Chine. Et si vous vous dites qu'il s'agit peut-être d'un cas isolé, eh bien pas du tout. Comme on le verra plus tard, d'autres épaves indonésiennes ont été découvertes et leur cargaison a de nombreux secrets à nous révéler. Du côté de la Thaïlande, l'épave du Phanom Surin nous prouve que la région s'insérait dans un réseau commercial très étendu, puisqu'à son bord, on trouve non seulement des jarres moyen-orientales, mais aussi des céramiques locales et des récipients de stockage chinois élaborés dans la province du Guangdong. Quant à l'emplacement du Phanom Surin, situé entre les fleuves Tachin et Chao Phraya, il nous indiquerait que les marchands remontaient leur cours pour atteindre l'intérieur des terres et des villes d'importance comme Nakhon Pathom. Et c'est d'ailleurs l'un de ces marchands arabo-persans qui serait représenté sur une brique en terre cuite du début du 8e siècle. Maintenant, pour l'Inde, on a beaucoup moins de preuves archéologiques. Les céramiques Tang sont peu nombreuses et la majorité des productions chinoises retrouvées dans le sud du pays datent du 11e siècle. Ce qui n'est pas le cas du Moyen-Orient, le cœur de notre questionnement. De Siraf en passant par Samarra, Sohar, Fustat, Antioche, voire même Zanzibar et les Comores, partout des céramiques chinoises sont mises au jour. À Bagdad par exemple, les élites urbaines tentaient de dénicher des objets précieux originaires de Chine. Selon Al-Yacoubi, l'un des souks de la ville était le trésor des raretés chinoises. Ce que l'on recherche, c'est principalement la céramique chinoise, réputée pour sa qualité exceptionnelle. Car, comme l'affirme Al-Sirafi, les Chinois sont les plus habiles de toute la création divine, dans la conception, l'artisanat et tous les types de travaux. Ils ne sont surpassés en cela par aucune autre nation. Un Chinois peut fabriquer de sa main ce dont d'autres semblent incapables. À partir de ces éléments, on peut effectuer un constat et élaborer une hypothèse. Pour le constat, il est clair que la Chine n'a pas attendu le 21e siècle pour dominer le game du commerce international. Si on retrouve autant de céramiques de l'Asie orientale jusqu'au Moyen-Orient, c'est bien parce qu'en Chine, on a compris qu'il existe une forte demande étrangère et qu'on a décidé sciemment de produire pour répondre à ce besoin. D'où les innombrables céramiques Tang exhumées dans la cité portuaire de Yangzhou, ainsi que les immenses jarres destinées à l'export, capables de contenir environ 130 bols chacune. Concernant la cargaison du Belitung, la majorité provient de Changsha, une ville à l'intérieur des terres. On transportait ensuite les céramiques vers les ports de Hangzhou, de Ningbo et de Guangzhou, avant de les exporter vers les régions est-asiatiques et orientales. Après tout ce que je viens de vous expliquer, on pourrait donc formuler l'hypothèse suivante. S'intégrant dans ce vaste réseau, le navire du Belitung aurait quitté la Chine pour naviguer jusqu'en mer de Java. Partant du fait qu'il s'agit d'un bateau arabo-persan, il se dirigerait alors vers le Moyen-Orient, terminus d'un périple de plus de 10 000 km. Ce qui supposera aussi que de nombreux marchands musulmans aient pu régulièrement traverser l'océan Indien, longer la côte, pénétrer en Asie du Sud-Est avant de rejoindre la Chine. Alors, est-ce que cette hypothèse tient réellement la route? Car si l'on creuse un peu, on se rend compte que la réalité s'avère bien plus complexe.
Une chose est certaine, des musulmans se trouvaient en Chine. Cette présence aurait commencé dès le 7e siècle avant de s'accentuer au cours du siècle suivant. Sur place, Arabes et Persans établissent des comptoirs commerciaux, notamment à Guangzhou, et certains n'hésitent pas à s'y installer durablement. Preuve de leur importance, ils auraient saccagé la ville en 758 pour protester contre la corruption des autorités portuaires chinoises. Sauf qu'au 9e siècle, cette situation se détériore. En 878, un rebelle chinois, Huang Shao, a attaqué Guangzhou et massacré une partie de ses habitants. Selon Zaïd al-Sirafi, un auteur du début du Xe siècle, Huang aurait tué de nombreux Chinois, ainsi que 120 000 musulmans, juifs, chrétiens et zoroastriens. Alors même si les chiffres sont sans doute exagérés, cet événement aurait grandement accéléré le déclin de Guangzhou et donc de la présence musulmane en Chine. On assiste alors à une modification du rôle incarné par les musulmans au sein de ce commerce international. Désormais, ils effectuent plus rarement le trajet du Moyen-Orient jusqu'en Chine, mais se contentent de rejoindre l'Asie du Sud-Est. Une nouvelle position, justement attestée par Al-Masoudi au Xe siècle. Aujourd'hui, Kedah est le terminus des navires musulmans de Siraf et d'Oman, où ils croisent les navires qui descendent de Chine. Mais il n'en fut pas ainsi autrefois. Ce commerçant embarqua alors à la ville de Kila sur un navire chinois, afin d'aller au port de Hanfu. Au Xe siècle, l'Asie du Sud-Est occupe donc une position d'intermédiaire entre les marchands arabo-persans et les marchands chinois. Car la région leur sert en réalité d'entrepôt. Chacun y vient vendre ses produits et acheter ceux des autres. En Asie du Sud-Est, cela concerne surtout deux territoires. Le sud de la Thaïlande et le nord de la Malaisie, où les marchandises étaient vendues de chaque côté de l'isthme de Kra, avant d'être transportées sur la rive opposée et vendues à nouveau. Et surtout l'Indonésie, où les navires franchissaient le détroit de Malacca pour rejoindre l'île de Sumatra et la ville entrepôt de Palembang. Et au Xe siècle, cette zone se trouve sous l'autorité du puissant royaume bouddhiste de Srivijaya, une thalassocratie dont le pouvoir repose sur le contrôle d'îles et de détroits, ainsi que sur la gestion d'entrepôts. Les marchands extérieurs y viennent vendre leurs cargaisons et s'y approvisionner en produits étrangers. L'Indonésie représente alors le rouage central de ce vaste réseau commercial, avec Palembang pour capitale. Une situation confirmée par les récentes découvertes, car si jusqu'à maintenant je vous ai seulement parlé du Belitung, situé à environ 200 km de Palembang, eh bien sachez que d'autres épaves de ce genre existent. Comme celle du Cirebon, localisée au nord de Java. À la différence du Belitung, il s'agit sans doute d'un navire local datant du Xe siècle. À son bord, les archéologues ont retrouvé plus de 300 000 céramiques, principalement chinoises. Mais le plus intéressant n'est pas là. Car l'épave contenait aussi des céramiques de Thaïlande, des flacons de parfums du Moyen-Orient, des lapis-lazuli d'Afghanistan ou de Birmanie, des saphirs du Sri Lanka. Et la liste est encore longue. Tout porte à croire que ce navire venait de s'approvisionner à Palembang. D'autant qu'une autre épave a été découverte plus au nord, celle de Lintan. Là aussi, il s'agit d'un navire local datant de la même période et transportant des produits similaires. À partir de là, l'énigme du Belitung commence à s'éclaircir. S'il se trouvait aussi proche de Sumatra et chargé de céramiques chinoises, c'était sans doute parce qu'il venait de les acheter à Palembang. Son naufrage serait alors intervenu dans un second temps, tandis qu'il prenait la direction du nord pour retourner au Moyen-Orient. Sauf qu'un petit détail ne colle pas. Si le navire se dirigeait vers le détroit de Malacca, comment expliquer qu'on ait retrouvé l'épave aussi loin de Sumatra, entre les îles de Belitung et de Bangka? Pourquoi ne pas avoir simplement suivi la côte? Le plus probable serait plutôt que le bateau naviguait vers le sud, dans le but de s'approvisionner à Java avant d'emprunter le détroit de la Sonde et remonter vers le nord. À partir de là, il aurait pu longer la côte occidentale de Sumatra avant de traverser l'océan Indien. Donc, beaucoup d'hypothèses, certaines plus probables que d'autres. Ce qui est sûr par contre, c'est que l'épave du Belitung et les autres sites archéologiques nous dévoilent l'existence de phénomènes passionnants, avec semble-t-il l'émergence d'une première mondialisation. On pourrait définir la mondialisation comme la mise en relation des sociétés du monde entier. Un processus où les échanges effectués entre diverses régions s'accentuent grâce à l'amélioration des transports, le développement du commerce et le perfectionnement des savoirs. Et si on y regarde de plus près, globalement, c'est ce que l'on retrouve en Asie au 9e siècle. Avec un immense réseau connectant trois pôles distincts, le couple Moyen-Orient-Inde, l'Asie du Sud-Est et enfin la Chine. Mais ces échanges incluent aussi des régions plus lointaines. C'est le cas de l'Afrique, voire même de l'Europe où certains produits rejoignent les marchés moyen-orientaux avant d'être potentiellement exportés vers l'Asie. Et on parle ici de véritables réseaux
pas de simples échanges ponctuels. Avec l'existence de marchés de consommateurs en plein essor, cherchant à acquérir des biens exotiques, de régions productrices répondant à ces demandes croissantes, et de villes portuaires à partir desquelles tous ces produits sont exportés. Et si la Chine semble largement dominer ce commerce international, la réalité est plus nuancée, car le Moyen-Orient exporte lui aussi de nombreuses marchandises en direction de l'Asie du Sud-Est et de la Chine. Notamment de la verrerie, comme l'attestent les 2 épaves indonésiennes du Cirebon et de l'Intan. Aujourd'hui encore, le Cirebon représente la plus grande collection de verreries islamiques découverte en Asie du Sud-Est, avec 26 000 perles et 2540 fragments en verre appartenant soit à des objets communs, comme des bouteilles ou des flacons, soit à des créations raffinées, comme cette aiguière. Une verrerie que l'on retrouve également en Chine et même jusqu'au Japon, à l'image de ce plat en verre abbasside, orné de motifs géométriques et végétaux, découvert dans la crypte d'un temple bouddhiste du 9e siècle, en plein cœur de la Chine. En plus des céramiques et du verre, on s'échangeait aussi d'autres produits, et ce, bien avant l'arrivée de l'islam, comme par exemple le textile, avec des exportations de vêtements en soie en direction de la Chine à partir des 5e, 6e siècles. Une tendance qui s'est poursuivie par la suite puisqu'en 716, le calife omeyyade Sulayman aurait offert à l'empereur Guangzong un tissu en soie cousue de fil d'or confectionné dans les propres ateliers du calife, ce qu'on appelle un tiraz. Reste tout de même que la majorité des textiles sont exportés de la Chine en direction du Moyen-Orient et non l'inverse. Autres échanges importants, ceux concernant les aliments et les épices spécifiques à une région. Car ce que je vous ai pas dit, c'est qu'au sein de l'épave du Belitung, on a retrouvé des traces d'ambre et de noix, ainsi que des pots entiers d'anis étoilé. À partir de cet exemple et d'autres preuves alentour, on peut esquisser les contours d'un vaste réseau. Avec le Moyen-Orient, demandeur de cannelle, d'anis, de gingembre et d'autres aromates, et la Chine, important de l'encens, de l'ambroiserie, de la myrrhe et surtout des dattes, et on trouve d'ailleurs même une représentation d'un dattier sur un textile du trésor de Shosowin au Japon, le tout suivant un modèle sassanide ou islamique. Mais prenons un peu de recul. Est-on certain qu'il s'agit réellement d'une première mondialisation ? Dans le sens où ce phénomène aurait pu naître dès l'Antiquité avec l'existence de potentiels contacts entre l'Empire romain et l'Asie orientale. Et oui, dans ce cas-là, comment expliquer que l'on retrouve des objets en verre issus de l'Empire romain en Corée, en Chine, voire même jusqu'au Japon? Et justement, ce n'est pas aussi simple. Car si l'Empire romain a permis l'unification politique et économique de tout le monde méditerranéen, ses contacts avec l'Inde et l'Extrême-Orient demeurent extrêmement limités. Chine et Empire romain s'ignorent quasi totalement, tandis que les marchandises produites dans l'Empire sont toujours exportées vers l'Asie orientale par le biais de multiples intermédiaires. Et puis, avec la naissance de l'islam et l'essor du califat omeyyade, cette situation évolue. En dominant l'intégralité du Moyen-Orient, le nord de l'Afrique et la péninsule ibérique, les arabo-musulmans établissent des relations plus directes entre l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique de l'Est et, dans une moindre mesure, l'Europe. Là où les marchands impériaux s'aventuraient rarement au-delà de l'Inde, désormais les marins arabes et persans commercent avec l'Asie du Sud-Est, remontent jusqu'en Chine et s'installent même sur place. Si par la suite cette unité politique se fragmente, il n'empêche que cette période des 8e, 10e siècles a permis la création d'un immense réseau commercial incluant 4 des 5 continents, tandis que les échanges socio-économiques et culturels s'intensifient. Alors, peut-on parler d'une mondialisation ? Eh bien, pas complètement. En tout cas, pas comme on la conçoit aujourd'hui au XXIe siècle. Sans compter que l'Amérique est totalement exclue de ce réseau. Pour autant, on est clairement face à un premier phénomène sérieux de mondialisation, avec des connexions intercontinentales à renforcer et la production massive d'objets destinés spécifiquement à répondre à une demande étrangère lointaine. Donc au final, le monde n'a pas attendu Vasco de Gama ou les Européens pour connaître sa première forme de mondialisation. Au moins jusqu'au XIIIe, XIVe siècle, l'Occident s'est tenu éloigné de ces immenses réseaux d'échanges. Et quand exceptionnellement un voyageur se rend en Chine, eh bien ça nous donne le récit fabuleux de Marco Polo, mélange d'observations pratiques et de merveilleux. Voilà pourquoi, si vous souhaitez étendre l'horizon de votre savoir, vous devez dépasser la simple perspective occidentale et penser de manière beaucoup plus globale. Car c'est par cette démarche que vous vous ouvrirez à une compréhension plus fine et profonde de l'histoire. Dès maintenant, je vous donne la possibilité de découvrir 35 ouvrages de référence sur l'islam et l'histoire arabo-musulmane. Avec ça, vous pourrez non seulement acquérir des bases solides, mais aussi devenir réellement compétent sur le sujet. Si ça vous intéresse, je vous donne rendez-vous sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Et puis, si vous avez pleinement apprécié cette vidéo et que vous souhaitez soutenir la chaîne,
Eh bien, il vous suffit de partager un maximum cette vidéo autour de vous, ou au moins de la partager à la personne dont vous savez qu'elle sera intéressée par le sujet. C'est une action très simple, mais franchement ultra puissante. Enfin, je vous laisse avec la série dédiée au Portugal sous domination musulmane. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Mais jusque-là, vous le savez comme toujours, portez-vous bien.